Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et outdoor. Je suis Mathieu et j'ai le plaisir de vous emmener à la rencontre du patron du ski freestyle français, champion du monde en 2009, multiple vainqueur aux X Games et médaillé de bronze au JO, Kevin Rolland. Kevin nous a accueillis chez lui à Annecy. Avant de commencer l'interview, il nous a présenté sa compagne Roma et son jeune fils d'à peine 6 mois. Une petite famille qui nage en plein bonheur. Leur décontraction et sérénité nous ont d'autant plus marqué que cette interview a eu lieu quelques mois seulement après un terrible accident où Kevin a failli perdre la vie lors d'une tentative de record du monde en halfpipe. Il a passé plusieurs jours dans le coma alors que Roma donnait naissance à leur premier enfant. Dans cet épisode de Mordu, nous revenons sur l'incroyable discipline qu'est le halfpipe. Kevin nous explique comment il développe ses figures et a appris à apprivoiser sa peur. Il nous parle aussi visualisation et préparation mentale. Vous trouverez sur la chaîne YouTube de Mordu l'extrait de Canal utilisé pendant l'interview. Profitez-en pour regarder quelques autres runs et boîtes de Kevin. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez halluciner. Kevin nous parle aussi de sa passion pour l'apnée. J'adore quand il nous raconte sa première fois, propulsé d'un coup dans le Grand Bleu de Luc Besson. C'est parti pour le 5e épisode de Mordu. Kevin Rolland, freestyler indestructible. Kevin, bienvenue sur Mordu, un grand merci pour ta disponibilité. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Il y a deux choses moi qui me marquent chez toi en préparant cette rencontre. La première, c'est évidemment ton palmarès. Il est long comme le bras, je l'ai évoqué en introduction. Il y a une deuxième chose, c'est le niveau d'engagement dans ta discipline et les boîtes, les chutes que vous mettez, toi et les autres skieurs dans le pipe. Est-ce que pour avoir un palmarès comme le tien, il faut être un extraterrestre de la boîte? C'est une certitude, il faut savoir tomber. Après, quand tu fais du halfpipe, même les autres disciplines du ski freestyle, mais spécialement le halfpipe, tu sais que tu vas prendre des boîtes. Tu sais que c'est là et tu sais que ça va arriver. Donc il faut, on va dire qu'il faut aimer ton sport au point de se dire que ok, je vais m'en prendre quoi. Ça va arriver. C'est impossible de poser tout le temps parfaitement et de pousser les limites. Donc à partir du moment où on s'est fait à l'idée que ça allait arriver, on essaye juste que ça arrive le moins possible. Mais c'est vrai que ça tape fort. Et finalement, se mettre des boîtes, des tartes, c'est un peu ton job. Est-ce que des fois tu te dis le matin, j'ai changé de job, j'ai changé de discipline, est-ce qu'il y a une lassitude? Comment tu gères ça? Pas vraiment. Je pense que la passion a pris le dessus sur la douleur, etc. Et puis moi, quand je tombe, quand je me fais mal, quand je me blesse, à chaque fois, je le prends plus comme un challenge. Genre, il faut que je revienne de cette blessure aussi fort qu'avant, voire enfin même meilleur qu'avant. Donc à chaque fois que j'ai eu des étapes dans ma vie où je me suis blessé, c'est tout de suite ce qui est venu dans ma tête. C'est comment je vais surmonter ça, quoi. Tu as eu une grosse blessure en mai 2019. Donc tout de suite, tu as ce challenge de remonter à dos de cheval très rapidement. Est-ce que pour toi, cette nécessité-là, elle est drivée par la passion? C'est-à-dire, tu skis depuis tout petit, c'est ton quotidien et finalement être coupé de cette passion, ce serait insupportable? Ou est-ce qu'elle est drivée par ta carrière professionnelle? Toi, tu as une particularité, ton job aujourd'hui, c'est que si moi demain je me casse la jambe, je peux continuer de travailler. Toi, c'est plus compliqué. J'ai été un peu confronté à cette question parce que, comme tu as évoqué, au mois de mai, le 30 avril exactement, j'ai eu un grave accident. Et lorsque j'étais à l'hôpital, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ma famille, mon entourage pensaient que c'était un peu terminé et ne me projetaient pas l'idée que j'allais reskier comme avant. Et moi, j'ai vraiment mis de côté le côté business, justement, le côté je gagne ma vie avec le ski, etc. C'est pas du tout ça qui m'animait, même si forcément ça fait plaisir. Mais je veux dire, ce qui m'anime depuis que je suis petit, depuis que j'ai 6 ans, c'est l'envie de skier. Pas l'envie de faire du halfpipe ou de la compétition, même si j'adore ça, la compétition. Moi, ce qui m'anime, c'est d'être sur les skis, tous ces aspects. Tous ces aspects un peu freestyle, c'est-à-dire la poudreuse, le slopestyle, le big air, le halfpipe. Il se trouve que j'ai été bon en halfpipe, donc j'ai fait de la compétition et ça s'est plutôt bien passé. Mais moi, je suis vraiment un amoureux du ski. Alors quand on me dit qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie, si je réfléchis un petit peu, je dis waouh, j'ai envie d'aller skier là. Je me pose une autre question sur l'aspect professionnel aujourd'hui de ta passion, qui reste une passion comme tu le dis. Elle est vraiment toute simple. Je me suis dit, les athlètes professionnels en général, ils ont dans leur contrat d'assurance des clauses disant vous n'avez pas le droit de skier, vous n'avez pas le droit de faire du wakeboard, vous n'avez pas le droit de faire de la montagne et tout ça.
Pour des mecs comme toi, dont c'est le métier de prendre des risques, c'est quoi toi, tes clauses d'assurance? Moi, je dépends pas d'un club de foot si je peux pas aider l'équipe si je tombe. Donc, en fait, si je me fais mal, il y a que moi que ça embête. Ça va être plus dur. Je vais avoir plus de mal à revenir au haut niveau. Je vais avoir peut-être moins de sponsors. Voilà. Donc, c'est plus de la prise de conscience personnelle. Je m'interrogeais sur le rôle de l'émulation. Sur les sports que je pratique, en freestyle, je vois deux types de personnes. Ceux qui ne vont tenter des trucs de fou que s'il y a des gens ou des potes du public qui regardent. Et au contraire, ceux ou celles qui s'entraînent dans leur coin et qui vont jamais rien tenter devant quelqu'un d'autre s'il le plaque pas parfaitement. Tu fais partie de quelle catégorie, toi? J'ai envie de te dire que je fais partie des deux catégories. L'idéal, le scénario idéal que tous les athlètes se font, c'est je vais faire mon saut, mon tricks dans mon coin, le montrer à personne et arriver à la compétition avec le nouveau tricks et surprendre tout le monde. Nous, on a un sport où il faut surprendre. Le juge, s'il voit un truc qu'il a jamais vu, il va avoir la main lourde sur la note, on va dire. Mais ça, c'est le cas idéal, mais ça se passe rarement comme ça. Après, moi, j'ai eu l'habitude tout au long de ma carrière de skier avec mon team, avec le Freeski Project. Donc avec Xavier Bertoni, Benoît Valentin, Thomas Krief. On était un peu les quatre à se tirer la bourre. Et le fait d'être à l'entraînement ensemble et d'essayer des nouvelles choses ensemble, d'être encouragé, ça rapporte de l'énergie et ça aide beaucoup. Les seules fois où j'ai essayé de faire justement ça, me mettre dans mon coin tout seul, ça n'a pas marché bizarrement. Je me suis blessé ou j'étais pas vraiment à ma place en fait. Je me suis rendu compte que moi, à ma place, c'est d'être avec les copains et de rigoler, de stresser, de s'encourager, mais ensemble quoi. Et ça, c'était la vocation du Freeski Project au départ, c'est être ensemble et avoir cette émulation un peu de crew pour se dépasser? Concrètement, ouais, c'était vraiment ça. C'est parce qu'on se tire vers le haut et on a besoin de se reposer les uns sur les autres. Des fois, il y en a un qui va pas très bien parce qu'il a peur. Si les autres sont à fond derrière lui, ça aide. Et inversement, quoi. Il y a un autre truc qui m'a marqué, hein. J'évoquais ton palmarès et les boîtes, mais il y a aussi ton style. Je trouve qu'il est super aérien. On a l'impression que c'est hyper facile. Quand les runs se passent bien, c'est vraiment hyper impressionnant. Il y a vraiment une ampleur. En regardant des vidéos de toi, il y avait un commentateur US qui parlait du Flying Frenchie et je trouvais que ça collait bien, que c'était sympa. Comment tu le qualifierais, toi, ton style? Alors, qualifier un style, c'est compliqué, mais ce que tu dis par rapport à l'amplitude, c'est toujours ce qui m'a fait le plus kiffer dans mon sport, c'est prendre de l'altitude. C'est-à-dire rester le plus longtemps possible dans les airs. Et en halfpipe, c'est vraiment ce que j'adorais, c'est pour ça aussi que j'ai choisi le halfpipe. C'est parce que tu peux monter à 5, 6, 7 mètres et reposer sans impact. C'est-à-dire qu'on retombe dans de la verticale, donc au moment où tu atterris, si tu atterris parfaitement, tu sens aucun impact dans ton corps. Alors c'est un peu délicat parce que c'est soit tu as zéro impact, soit ça éclate complètement. Mais voilà, en slopestyle, quand on fait du big air, quand on fait des sauts, il y a un moment donné où ça tape. On se blesse pas pour autant, mais ça tape. Alors qu'en halfpipe, si tu es parfait, ça tape pas. La zone d'atterrissage dans le pipe, c'est toujours la même selon les pipes, selon la figure que tu viens d'envoyer, selon la figure que tu vas envoyer derrière. Il y a vraiment une zone parfaite pour poser. Si on était des robots, ouais, on poserait toujours à la perfection, en haut du mur, à la verticale en fait. Sauf que ça se passe pas comme ça. En général, il y a un saut où tu as trop poussé, donc tu poses bas, donc tu poses sur du plat. Si tu n'as pas assez poussé, c'est encore plus grave parce que tu poses sur le coping, c'est-à-dire l'angle du halfpipe, et là ça fait très mal parce que souvent on rebondit, on retombe. C'est une double boîte. Mais ouais, très souvent, il faut régler ça. C'est ce qui est dur en halfpipe. C'est la difficulté. C'est pour ça que c'est un sport assez élitiste. C'est parce qu'il faut en bouffer, on a l'habitude de dire, il faut en faire beaucoup. Pour comprendre comment ça fonctionne et comprendre où il faut pousser, où il ne faut pas pousser, etc. Et chaque pipe est différent. Donc avant chaque compète ou à chaque pipe, il faut s'adapter, quoi. S'adapter au shape du pipe. Je reviens sur le style. Est-ce que toi, tu as théorisé le truc un petit peu? Est-ce que... on a toujours l'impression, chez les champions, les meilleurs, que le style il est inné, que la personne elle est née avec ça. Est-ce que toi, tu as néanmoins théorisé le truc pour être celui qui a le plus de style? Quel conseil tu donnes à un mec qui est bon, mais qui ride comme un crapaud? Est-ce que tu as essayé de travailler sur une méthode, comment avoir le style le plus aérien et sympa possible? Il y a un peu de vrai dans le fait que le style, ça soit inné.
Parce qu'il y en a qui ont du style, c'est comme ça. Ils sont peut-être moins forts que toi, mais ils ont plus de style. Mais par contre, quand t'as pas un style inné pour le coup, c'est juste beaucoup s'entraîner pour être à l'aise. Et plus on est à l'aise, plus on va avoir du style. Et plus on va pouvoir travailler sur son style, sur la manière d'attraper ses skis, de prendre la pose en l'air, grosso modo. Ça vient avec l'entraînement. Mais c'est vrai que la personne qui a déjà du style à la base et qui s'entraîne comme toi, elle aura sûrement plus de style que toi, malheureusement. Tu disais que tu as inventé tes figures pour essayer de surprendre. C'est quoi tes sources d'inspiration? Comment tu fais pour inventer une nouvelle figure? J'invente une nouvelle figure déjà en regardant ce qui se fait déjà. Hein. C'est aussi bête que ça. On fait évoluer. La vérité, c'est qu'on fait beaucoup évoluer des figures qui existent et ça en crée des nouvelles. Mais on regarde d'autres sports. Moi, je regarde pas mal le snowboard. Le skate aussi, c'est une bonne source d'inspiration? Le skate, c'est une source d'inspiration. C'est la source d'inspiration numéro 1 des snowboarders. Et nous, on vient piocher sur l'entre-deux, c'est-à-dire le snowboard. Après, je regarde aussi le skate, c'est sûr. Mais par rapport à nos tricks, c'est un peu différent parce que il y a un petit peu moins cette notion aérienne, même si en verte, on les voit faire. Mais on regarde, c'est sûr. Et est-ce que les jeux vidéo, SSX & Co, est-ce que le cinéma, est-ce que tu as déjà chopé des trucs que tu avais vus SSX, non. Mais récemment, j'ai travaillé sur le développement d'un nouveau jeu de freestyle qui s'appelle Steep avec Ubisoft. Ubisoft, ça. Et ça, c'était super intéressant parce que j'ai pu vraiment développer la chose, c'est-à-dire pour vraiment que le style soit correct, que ça ressemble à ce qu'on fait pour de vrai, ce qui n'était pas le cas de SSX. Et du coup, c'est cool parce qu'on peut, même si on peut s'amuser à faire des choses qui n'existaient pas, mais on peut faire des choses un peu réelles. Pour un skieur, en tout cas, c'est vraiment sympa de jouer. Parce qu'on peut faire des choses qu'on fait en vrai, quoi. Sur tes tricks, toi, est-ce que tu as un côté favori? D'ailleurs, je ne sais pas si on dit partir à droite, partir à gauche, ou s'il y a des termes. En snowboard, on appelle ça backside, frontside. En ski, c'est naturel et unnaturel. C'est comme écrire de la main gauche ou écrire de la main droite, quoi. Moi, je tourne à gauche. Par exemple, depuis que je suis tout petit, les premiers sauts que j'ai fait naturellement, c'est tourner à gauche. Donc, tourner à gauche, c'est-à-dire que tes yeux vont partir au-dessus de ton épaule gauche. C'est-à-dire que je vais tourner du côté de mon épaule gauche. Mais très vite, on s'est rendu compte que, pas la mode, mais le ski évoluait vers le fait de savoir faire les sauts dans les deux sens. Donc, il a fallu un petit peu tout réapprendre. Apprendre à faire un 360 vers la droite, faire un cork 720 vers la gauche. Quand on arrive à faire un saut à gauche, en général, on commence à essayer de le faire à droite. Comment tu prépares du coup là, un nouveau trick? Tu as un truc en tête? Comment ça va se passer? C'est quoi la première étape? La première étape, souvent, c'est un peu le trampoline pour se dépatouiller, pour un petit peu avoir les repères visuels. Ensuite, on va sur un airbag. Maintenant, c'est vraiment ce qui cartonne, c'est l'airbag. Donc, tu sautes sur un airbag, c'est-à-dire que tu peux poser sur la nuque, c'est pas grave. Ça va pas te faire beaucoup plus mal que si tu poses sur les pieds. Donc là, tu peux vraiment t'entraîner à l'avoir à la perfection et au bout d'un moment, quand tu vois que tu poses tout le temps sur les pieds, à ce moment-là, tu vas sur la neige. Ça, c'est le scénario idéal. Des fois, ça se passe pas comme ça. Des fois, tu le sens et il faut y aller et tu te lances sur la glace directement. Mais l'étape la plus facile, c'est ça. Ouais, t'as pas d'étape intermédiaire entre l'airbag et le halfpipe, quoi. Ah non, au bout d'un moment, il faut y aller. Ouais. Le truc, c'est que t'as beau avoir un saut, tu le fais 200 fois, tu le poses 200 fois sur l'airbag, ça peut changer quand tu vas le faire dans le dur, parce qu'il y a la peur qui rentre en compte. Quand tu fais un saut sur l'airbag, t'as pas peur, parce que tu crains rien. Et faire un saut sans peur, c'est beaucoup plus facile que quand tu stresses et que tu as les genoux qui tremblent au départ, quoi. Alors, tu parles de ton entraînement. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ta semaine type d'entraînement? J'ai envie de dire, il n'y a pas de semaine type, hein, parce qu'on dépend beaucoup des conditions et des halfpipes, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Mais je dirais qu'en général, on skie 2 à 3 heures par jour dans le halfpipe. Et puis on skie maximum 4 jours, parce qu'après on est cuit. Donc on fait 4 jours, une journée de récup, 4 jours, une journée de récup, quoi. Après, on fait beaucoup de préparation physique, mais ça c'est plus sur la période été-automne. Et là, c'est énormément de préparation physique, avec quelques stages sur les glaciers en Suisse ou même en France. Mais majoritairement, ouais, du physique pour arriver un peu costaud et prêt à encaisser les chocs et l'enchaînement des compétitions, quoi. Qu'est-ce que tu conseilles à un pratiquant du dimanche qui va skier, qui voit arriver la saison d'hiver? Qu'est-ce que tu penses qu'il peut faire
pour se préparer en termes de renforcement physique, justement? Qu'est-ce que tu bosses? Tu fais de la muscu sur les quadriceps? Oh, c'est trop complexe, j'ai beaucoup de choses, mais pour monsieur tout le monde, je dirais juste avoir un bon gainage, parce que au moment où il faut envoyer les sauts ou même à atterrir, il faut être gainé. Et puis faire quelques squats pour se faire un peu chauffer les cuisses avant d'attaquer, parce que ça chauffe vite les cuisses en début de saison quand ça fait longtemps que tu n'as pas skié. T'évoquais le trampoline, tu y passes beaucoup de temps, c'est un truc que tu pratiques assidûment ou c'est plus accessoire? Alors le trampoline, moi je le conseille justement aussi aux gens qui débutent, parce que moi quand j'étais petit j'en ai fait énormément. C'est vraiment ce qui m'a donné un peu de la facilité dans les airs, j'ai envie de dire. Mais avec le temps j'en ai fait beaucoup moins, aujourd'hui honnêtement j'en fais presque plus. Je fais beaucoup d'airbag mais je fais pas beaucoup de trampoline. Alors bon, c'est très personnel, c'est parce que j'aime pas ça. D'accord. Mais il y a plein de riders qui sont très bons et qui font énormément de trampoline. Mais je le conseille pour commencer parce que, encore une fois, c'est vraiment sur le trampoline qu'on se dépatouille, qu'on prend conscience un peu de son corps dans les airs. Est-ce que tu pratiques d'autres sports dans le cadre de ta préparation ou juste pour le plaisir? Alors moi je fais beaucoup d'apnée, de la plongée en apnée. C'est quelque chose que j'ai découvert, que j'ai toujours aimé depuis que je suis gamin et que j'ai découvert un peu plus sérieusement il y a 5 ans il me semble, avec Pierre Frolat, donc un recordman du monde d'apnée à Monaco. Et il m'a amené sur une gueuse, donc c'est un petit peu comme le Grand Bleu, tu t'accroches à un truc et tu descends. J'ai découvert en fait des sensations que je connaissais pas et ça m'a... quand on découvre un nouveau truc à presque 30 ans, ça fait cool. Raconte-nous le premier truc. Donc, vous êtes à Monaco, vous prenez c'est quoi, c'est en piscine ou c'est déjà... Non, à Monaco, je rencontre donc lors d'un gala au Sportel Pierre Frolat, donc l'apnéiste, et il me dit, qui est devenu un très bon pote à moi maintenant, et il me dit, je lui dis, je suis trop fan d'apnée, j'adore ça. Bon, je suis fan d'apnée, je veux dire, je retenais mon souffle dans le bain, quoi. Dans la baignoire. Comme tout le monde. Ce qui est très dangereux d'ailleurs. Parce qu'on peut faire des syncopes et que personne ne va venir t'aider. Mais bref, et du coup il me dit demain à 7h on va plonger, tu viens? Je dis oui. J'ai poussé mon billet d'avion, je suis allé. Et en plus c'était une journée gueuse, donc gueuse c'est tu t'assois en fait, il y a un poids, tu ouvres une manivelle et la machine descend. À l'aide du poids elle descend dans la profondeur. Donc en fait t'as pas besoin de palmer, t'as pas besoin de nager, t'attends juste, tu fais juste passer tu décompresses juste tes oreilles, tu compenses juste tes oreilles. Et pour la première journée, je suis déjà descendu à 40 mètres ou 35 mètres, je sais plus. Et encore une fois, j'ai vraiment découvert des sensations avec la profondeur, la pression énorme. Et puis vu que j'aimais ça à la base, ça m'a réconforté dans l'idée que je voulais faire ça maintenant. Et donc tu t'es retrouvé là la première fois, donc tu sautes à l'eau, tu t'accroches au truc, là ils te disent on va t'envoyer à... Non, au début je devais descendre à peut-être 5, 6, 7 mètres, ça dépend en fait, c'est toi qui dis stop, là c'est bon. Sauf que les oreilles elles sont passées parfaitement, donc tant que mes oreilles elles passaient, moi je disais pas stop, donc c'est lui qui m'a arrêté à 35 mètres quoi. Parce que moi j'avais l'image du Grand Bleu, du truc qui te tire vers le bas. Oui, mais tire vers le bas, mais en fait, tu as une petite poignée et tac, tu la fermes, ça s'arrête instantanément. Et après, tu tournes sur une bouteille d'oxygène et ça crache de l'air et tu remontes à fond. Bon, ça, c'était le côté un peu ludique. Après, l'apnée, c'est pas ça. À la base, tu descends le long d'une corde, à la palme ou à l'aide des mains ou à la nage. Ce que j'ai fait après par la suite, la majorité du temps. Mais la gueuse, c'est le petit truc un peu funky, quoi. Et le gros travail au départ quand tu commences l'apnée, c'est le travail sur les oreilles. C'est quoi la difficulté? C'est les oreilles, c'est plutôt retenir son souffle le plus longtemps possible. Le côté technique, oui, c'est si tu veux faire de la profondeur, c'est que tes oreilles elles passent correctement, parce que si ton oreille elle passe pas, tu descends pas. C'est sûr que non, parce que même si des fois tu as le plus grand des champions, le champion du monde, des fois à 2 mètres ça bloque. Et il ne peut pas descendre. Donc c'est vraiment sur les oreilles qu'il faut travailler. Et sur le souffle, forcément, sur la capacité pulmonaire, comment remplir ses poumons d'air à un maximum. Dans la vie en général, quand on parle, quand on mange et tout, on n'a que la moitié des poumons qui récupèrent de l'air. Là, on essaie de les gonfler à 100%, voire à 110%. On découvre qu'en fait, on peut rester sous l'eau bien plus que ce qu'on ne croit. N'importe qui, n'importe quelle personne, même pas sportive, elle peut rester 2 minutes sous l'eau, juste en ayant 3 techniques rapido, quoi.
c'est quelque chose que tu pratiques l'hiver ou c'est forcément en pleine mer? Alors, c'est un peu mon problème, c'est que moi, je peux pas le pratiquer du tout en hiver. Donc, j'ai une petite pause je fais 6 mois d'apnée, une pause de 6 mois, 6 mois d'apnée, une pause de 6 mois. Et le problème, c'est que je repars à zéro à chaque fois parce que, en fait, le corps, il faut qu'il s'adapte à la pression. Et une fois qu'il commence à être adapté, eh ben, j'arrête. Donc, mon corps se redurcit et il faut que je retrouve le moyen d'adapter à la pression quand je rattaque. Ça, c'est une pratique que tu as uniquement pour ton plaisir ou tu y vois des gains pour ta pratique au quotidien? Ça a commencé uniquement pour mon plaisir et je me suis vite rendu compte que, alors vraiment sur l'aspect mental, ça m'apportait des choses. En fait, ce que j'ai toujours recherché, ce que je pense que tous les athlètes recherchent au moment d'une performance, c'est de vivre le moment présent. C'est-à-dire que c'est pas si simple, mine de rien. Quand il y a de l'enjeu, tu penses déjà, faut que j'aille sur la boîte, alors que non, il faut penser à faire tes sauts pour arriver à être sur la boîte, quoi. Et l'apnée, ça m'aide à ne pas griller les étapes, à être vraiment dans le moment présent, parce que quand tu pars pour une apnée de 2 minutes, c'est seconde par seconde, quoi. Tu peux pas voir trop loin, parce que 2 minutes, dans 5 minutes, tu seras mort, hein, donc, si t'as pas tout fait. Ça nous fait rentrer un peu dans un état de pleine conscience et c'est ça que j'aime bien. Il y a une séquence que j'adore sur le web à propos de préparation, c'est 10 secondes. À plus de 10 mètres de hauteur, il enchaîne 5 figures au nom encore inconnu sur la planète sport. Là, t'arrives tranquille, tu drops, bien confiant, double max, je garde le mid, je pose devant, flat 3, je laisse tranquille. Je pose switch 9, beaucoup de jus, je pose parfait, switch and lat, je voyage un peu pour prendre du speed en double corps. La double corps, je pousse de toutes mes forces, je mets tout le jus que j'ai, je chope mon mute, je pose devant, et là, tout bien que tout. Ouais! J'adore cette séquence, mon Nekfeu a qu'à bien se tenir. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'importance de la visualisation? Dans notre sport, c'est le plus important. Quand tu es au départ, tu t'imagines ton run, tu sais ce que tu dois faire, tu sais exactement les points techniques. Mais au moment où tu le fais, c'est dur. C'est pas aussi simple que dans la tête. Donc moi, une de mes techniques, c'est vraiment au départ, puis pour faire évacuer le stress aussi, de me concentrer que sur la technique, sur qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire avec mes mains, tac, à tel saut, tu dois mettre telle amplitude, blablabla. Et ça fait oublier le fait que tu peux tomber, le fait que tu peux ne pas y arriver. Et donc, je reste dans le positif avec ça. Et le fait de me le rappeler un million de fois, j'ai l'impression que ça m'aide au moment où je le fais pour de vrai, quoi. Ça m'amène sur un sujet, je pense, qui est hyper important pour toi, c'est justement la peur, qui est, j'imagine, une composante de ton quotidien. Comment tu la gères, justement? La peur, c'est celle qui fait que tu es encore en vie aujourd'hui. Quand t'as pas peur, ça t'amène à faire n'importe quoi. Et la peur, c'est un sentiment... En fait, il faut l'apprivoiser, c'est-à-dire que c'est pas parce que t'as peur que ça va pas marcher, c'est pas parce que t'as peur que ça va marcher aussi. En fait, il faut pas que la peur, elle te paralyse. Donc ça, c'est très très important quand tu fais du ski freestyle, parce que ça peut arriver que t'as tellement peur qu'au moment où faut faire ta figure, ou faut faire ton saut, t'as tellement peur que ça te fait faire des choses pas comme tu les aurais faites normalement. C'est ce que je parlais avec l'airbag tout à l'heure. C'est très important d'arriver à faire la part des choses, d'arriver à détacher la peur de la technique, quoi. Moi, je pense que avec l'expérience et tout, j'ai réussi, mais c'est une des choses les plus importantes. Tu es un professionnel de halfpipe, tu es aussi un athlète olympique. Et pareil, toujours dans la thématique préparation. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passée la nuit d'avant? Moi, c'est un truc qui me fascine. Quand t'arrives, c'est les Jeux, c'est un rêve de gamin, t'as bossé à mort. Moi, je suis quelqu'un de très stressé. Je stresse énormément avant les compétitions depuis que je suis tout petit. Dès que la compète arrive, ça y est, je suis ultra stressé. Alors, je suis pas stressé au moment de faire Au partir du moment où j'ai les skis, je suis beaucoup moins stressé, mais je suis stressé avant, c'est-à-dire quand je suis dans mon lit, que je dors, donc je dors très mal, je mange pas, je dors mal, tout ce qu'il faut pas faire, je le fais, c'est-à-dire je me repose mal et je mange mal. Mais j'ai pris pour habitude de me dire que c'est normal et que c'est pas du tout grave de pas avoir bien dormi. Ce qu'il faudrait pas, c'est de ne pas dormir pendant 15 jours, mais vu que c'est qu'une nuit, après, au moment de la performance, c'est beaucoup
c'est le nerveux qui prend le dessus plus que le physique au final, j'ai envie de dire. Et donc en 2014, en 2018, la veille, c'était presque nuit blanche, à te retourner dans ton lit, à regarder ton réveil, à se dire mais dors. Ouais, complètement. En 2018, c'était un peu différent parce que j'étais vraiment... j'étais blessé, je suis allé aux Jeux Olympiques, mais je suis allé aux Jeux Olympiques blessé, avec une entorse de l'épaule, j'avais le carré fémoral, un muscle déchiré, j'avais un torticolis donc je pouvais pas tourner la tête ni à gauche ni à droite, mais pourtant il fallait que je skie en arrière. Enfin, et je me suis dit c'est les Jeux Olympiques donc il faut y aller quoi, même si t'as mal. Donc après avoir parlé au médecin, ils m'ont dit bon bah tu vas avoir très 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 mal mais tu peux skier si tu veux. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc là ça m'a un petit peu enlevé du stress. J'étais plus à réfléchir comment avoir moins mal. Mais je me rappelle qu'en 2014 j'ai pas dormi, j'ai pas mangé et j'ai quand même fait un podium olympique donc ça va. Tu disais que tu n'avais rien mangé la veille. Est-ce que le sujet de la nutrition, c'est un truc que tu gères au quotidien ? On peut imaginer qu'un peu les freestylers, ils se mettent des frites, du coca et ils ne regardent pas. Est-ce que toi, tu fais attention à ta nutrition ? Je serais pas crédible si je disais ça, j'aimerais bien dire que je fais super attention, mais c'est pas vrai. Je fais attention quand même. C'est-à-dire que quand je suis en saison, j'essaie de manger équilibré le plus possible, mais j'ai pas mal de craquage. J'ai un métabolisme qui grossit pas en mangeant des choses grasses ou sucrées. C'est juste que je deviens moche, mais je prends pas de poids. Non, mais j'essaie de faire attention, mais je m'interdis rien quand même. Alors j'aimerais bien revenir sur tes débuts en ski. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as commencé et peut-être ton premier souvenir de glisse ? J'ai commencé, ma grand-mère elle m'a mis sur les skis quand j'avais 2 ans, même pas, 18 mois. Alors c'est pas des souvenirs parce que je les ai vus en VHS on va dire, ou en photo. Mais mon premier souvenir sur les skis, moi qui ai tapé la tête plus d'une fois, c'est dur de me rappeler. Non, je pense que c'était pareil, c'était à la Plagne avec ma grand-mère, mon père, quand je skiais. Puis je me rappelle d'un truc, c'est que je tombais souvent, et dès que je tombais, je faisais semblant de faire des boules de neige. J'étais ouais, non, mais c'est parce que je voulais faire une boule de neige. Je refusais d'admettre que j'étais tombé par moi-même. Et donc tout de suite, ça a été le ski, tu as fait un peu de snowboard, tu as fait d'autres choses, petit, ado ? Non, j'ai jamais fait de snowboard, ça a vraiment été le ski qui s'est très vite imposé. Parce que toi, ado, c'était vraiment la période où tout le monde faisait du snowboard à un moment en station. Ouais, alors moi je viens peut-être d'une des seules stations qui était un peu pro skieur. C'est vrai qu'il n'y avait pas de club des sports de snowboard, malheureusement, hein, c'était un peu triste. Maintenant il y a une section snowboard. Mais à mon époque, on se posait pas trop la question, c'était le ski quoi. Et c'est pour ça que je suis rentré dans le ski, j'ai adoré ça. Il y aurait eu du snowboard, j'aurais peut-être fait du snowboard. Hein, mais... Pour quelqu'un qui voudrait s'initier au ski freestyle ou en halfpipe, comment tu conseilles de commencer la pratique ? Est-ce que c'est commencer à faire des petits slides sur des box, c'est se jeter, faire un premier drop dans le pipe ? Comment tu t'initierais un skieur à ta pratique ? La première chose, je pense, la plus importante, c'est de prendre du plaisir. C'est vraiment... c'est pas le faire parce que tu t'es donné l'objectif d'être un freestyler, ça marche pas comme ça. Il faut que tu sois sur les skis, tu t'éclates, tu fais un backflip, t'es trop content. Du coup, t'as envie d'essayer de faire un backflip avec un grab, un trempant tes skis, t'es encore plus content, etc., etc. Faut vraiment que ce soit dans l'adrénaline, la joie, la bonne humeur, quoi. Et une fois que ça, t'as identifié que c'était vraiment ça que t'avais envie de faire et que tu t'éclatais à faire ça, et après, il faut pas faire n'importe quoi. Donc, ce que je disais, il faut essayer d'aller dans les snowparks où il y a des airbags, commencer à faire le tricks que tu as en tête, commencer à essayer de le faire sur l'airbag. Si tu vois que ça pose nickel sur l'airbag, tu vas le faire sur un vrai saut. Et c'est comme ça que tu évites de te blesser. Sinon, tu peux vite te blesser et vite écourter ton rêve, quoi. Donc toi, tu dis le point d'entrée dans le ski freestyle, c'est le backflip, quoi. C'est le backflip, quoi. Non, c'est même pas. Je sais qu'il y a des freestylers, des champions, hein, des mecs qui ont fait des médailles aux X Games qui savent pas faire de backflip. Ouais. Et il y en a un paquet parce que. Mais le backflip, c'est la base. Encore aujourd'hui, je crois que c'est un des sauts qui me met le plus, pas d'adrénaline, mais le plus le sourire, quoi. Et alors, c'est pas de commencer de faire un premier drop du pipe, c'est déjà
une marche assez élevée. Tu te rends vite compte, de toute façon, les premières fois où tu rentres dans un halfpipe, tu te rends vite compte que c'est pas du tout comme tu l'avais imaginé. Hein. Tu te retrouves en face d'un mur glacé. Tu te dis, mais comment c'est possible? Et ça donne vraiment des sensations un peu incroyables, parce qu'à chaque fois que tu montes de 50 cm de plus, tu le ressens à l'intérieur, vraiment profondément dans tes organes. Tu ressens quelque chose qui se passe, quoi. C'est pour ça que j'aime ça. C'est pour ça que j'aime monter le plus haut possible. Il y a des spots qui sont particulièrement propices pour des débutants avec peut-être des demi-pipes, des semi-pipes pour commencer à s'initier à la rampe et au drop. En France ? Ouais. Alors en France, malheureusement, on n'a pas beaucoup de snowpark de halfpipe. Je sais qu'à Méribel, ils ont un petit halfpipe en haut. Puis, Méribel, c'est pas mal pour ça, parce qu'il y a un halfpipe et il y a après un snowpark qui vaut le coup. En termes de matériel, est-ce qu'il y a un matériel, les skis ils sont particuliers, on part sur des trucs plus petits, plus larges, au contraire Faut que ça fasse à peu près ta taille. Après, tu peux prendre plus petit si tu te sens plus à l'aise. Je sais qu'il y a des athlètes qui prennent plus petit. Mais en tout cas, pour faire du halfpipe, j'aime bien avoir quand même de la surface sous les pieds, quoi. Ça te permet de mieux relancer, c'est pour la glisse, la préparation? La stabilité, la glisse, mais beaucoup la stabilité en réception, puisqu'on a aussi l'habitude, une fois sur deux, on retombe en switch, donc en arrière. Quand tu as des trop petits skis, il faut, je sais pas, moi j'ai toujours aimé avoir des skis un tout petit peu plus grands que moi. Et c'est plutôt souple, j'imagine? Non, pas souple, justement. Alors le côté souple, c'est plus on appelle ça pour faire du shred, c'est-à-dire quand tu skis pas très rapidement, mais que tu joues avec tes skis, c'est-à-dire tu utilises justement le flex donc pour te mettre en nose press, en tail press, tu prends des rails, tu fais un peu des sauts, etc. Mais quand tu veux vraiment charger, c'est-à-dire envoyer du beurre, te poser, sauter des gros sauts avec des bons impacts en réception, il te faut quelque chose de bien rigide pour que quand tu poses, ça tienne, quoi. Tu es un jeune papa. L'arrivée d'un enfant, en général, c'est un petit chamboulement sur l'équilibre pro-perso. Comment tu vis le truc, toi, aujourd'hui? Moi, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans toute ma vie. Hein. Dès à partir du moment où on l'a mis dans les bras, j'ai remis un peu tout le monde en perspective. C'est vrai que le ski, qui est ma passion, que j'aime le plus au monde, ça s'est passé tout de suite derrière, mine de rien. Parce que j'ai eu voilà, de toute façon, quand tu as un enfant, tu as un amour inconditionnel pour ton enfant. Mais alors moi, c'était un choc, un double choc, parce que j'ai eu ce fameux accident au mois d'avril. Grosso modo, je me suis un peu réveillé de cet accident, j'étais papa, quoi. Donc, quand on t'explique que tu as lité sur un lit, que ça a été compliqué, que tu as failli mourir, et en plus, tiens, t'as un enfant, waouh! C'était. Alors, d'un côté, c'était incroyable, d'un côté, c'était un peu difficile pour la famille. Moi, j'ai eu que le côté positif, donc ça m'a aidé à guérir, vraiment. Je me suis focalisé sur que du positif, qui était mon fils. Et il n'y a aucun moment où j'étais malheureux, alors que j'étais au fond du trou à l'hôpital, quoi. Et comment, toi, au quotidien, tu arrives à embarquer ta conjointe, ta famille dans ta passion? J'imagine que ton mode de vie fait que tu bouges beaucoup, c'est probablement des sacrifices. Comment tu fais pour associer tout le monde à ta passion? J'ai vu que dans les différents témoignages de ta famille, elle a joué un rôle assez fort, j'ai l'impression, dans tes débuts en tout cas. Comment tu as continué à nourrir Ça a été assez facile parce que ma famille, elle m'a soutenu depuis que je suis tout gamin. Depuis que j'ai 10 ans, je leur dis moi je vais être champion. Ils me disent ok, si tu veux être champion, donne-toi les moyens de devenir champion. Et bon, c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc, mais ma famille a toujours été derrière moi, elle m'a jamais mis de bâton dans les roues. Et quand j'ai rencontré Roma, pareil, elle m'a soutenu, elle est venue me voir sur les compétitions. Au début, elle me suivait, elle venait me voir aux États-Unis. Enfin, elle a toujours fait partie de ma vie de skieur. Donc ça a été assez facile et ça m'a même aidé. Après, c'est vrai que quand tu as un gros accident, la famille commence à se poser des questions, mais ça dure pas longtemps. À partir du moment où tu commences à reprendre des forces et à être en forme, la famille aussi accepte que tu as envie d'y retourner, quoi.
Est-ce que y a des trucs que tu n'as jamais essayé et que tu rêverais d'essayer? Dans la glisse, il y a plein de choses. Tu parlais du kite tout à l'heure. J'en ai jamais fait. Et tout le monde m'a dit que c'était cool. Le surf, j'en ai déjà fait, mais j'aimerais en faire plus. Parce que j'adore ça et j'en fais qu'une fois par an, donc j'arrive pas à être assez bon pour vraiment m'éclater. J'ai jamais fait si, j'ai déjà fait de la chute libre, mais j'aimerais en faire un peu plus. Tu voyages notamment aux États-Unis dans le cadre de ta préparation. Est-ce que toi, les trips à l'étranger, ça fait partie de ton programme? Est-ce que c'est une façon de vivre ta passion? Est-ce que tu voyages beaucoup? Je voyage énormément depuis que j'ai à peu près 18 ans. Et j'adore voyager. Après, j'ai une relation au voyage qui est différente. C'est-à-dire que je vais quand même tout le temps aux mêmes endroits, aux mêmes périodes. Donc j'arrive à des endroits, je connais, il n'y a rien de nouveau, je connais les États-Unis, je connais le Colorado, je connais Aspen, je connais Park City, etc. Et c'est vrai que quand je vais dans une nouvelle destination, à chaque fois, mais c'est le kiff, quoi, parce que je suis dépaysé pour une fois. Alors que quand je vais en Nouvelle-Zélande en été, tout le monde me dit « Waouh, la chance, c'est génial !» Je dis « Ouais, moi je vais à Wanaka, ça fait 10 ans que j'y vais tous les ans au mois d'août, bon, je connais, quoi. » Alors quand tu pars vers une nouvelle destination, tu es du genre à improviser ou tu prépares ça longtemps en avance? Moi je suis tout à l'impro. J'aime bien me laisser vivre et profiter de ce qui se passe au moment T, quoi. Je suis pas du genre mais lundi on fait ça, mardi on fait ça, ça a jamais été moi, quoi. Tu prends un billet et tu vois ce qui arrive une fois que tu es sur place. Et forcément j'organise un peu, parce que souvent quand j'y vais c'est pour skier, donc j'organise pour que le ski se passe comme il faut, mais sinon les à côté on les improvise. Comment tu trouves, quand tu pars dans un nouvel endroit, les bons contacts ou les bons gars qui vont t'amener sur les bons endroits? C'est assez facile parce que là où je vais pour le ski, c'est des destinations de ski, donc au sein de mon entourage je connais forcément quelqu'un qui y connaît, donc on se passe les tuyaux comme ça, quoi. Alors moi j'aime bien parler d'un spot en particulier, d'une destination en particulier. S'il y avait un endroit que tu conseillais pour partir une semaine skier, c'est quoi qui te vient à l'esprit? Alors moi je vais pas être original du tout, mais là où je m'éclate le plus à skier, je parle vraiment à aller skier sur le domaine hors piste, c'est à La Plagne, c'est chez moi, c'est en France. Mais réellement, genre, vu que je connais le terrain, etc., alors il y a moins cet aspect de découverte, mais il y a cet aspect où je suis chez moi, je connais, je sais le moindre mouvement de terrain, je sais que là ça peut sauter, là-bas ça peut pas parce que derrière il y a de la mauvaise neige. Enfin, tout ça, c'est quand même agréable, quoi. J'ai l'impression d'être dans mon salon. Et La Plagne, c'est une destination plutôt tough ou famille? Alors, La Plagne, c'est une destination ski et famille. Donc, si tu veux vraiment faire tu peux faire la teuf, il n'y a pas de problème, il y a de quoi faire. Mais à la base, son identité, c'est une station familiale. Sur le papier, les pistes, c'est des super pistes qui sont très bien aménagées pour beaucoup de personnes. Mais il y a aussi un domaine hors piste qui est juste incroyable. Je pense qu'il fait partie des meilleurs domaines hors piste du monde, réellement. Avec la liaison avec les arcs aussi. Il y a la fameuse face nord. La face nord, c'est un des hors-pistes, pareil, un des hors-pistes les plus connus du monde. Et je vais dire des bêtises, mais c'est énormément de dénivelé. Énormément de dénivelé. Tu pars du haut du glacier, tu te retrouves dans le village tout en bas, quoi. C'est rare de pouvoir skier autant de la bonne neige aussi longtemps, quoi. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais écouter dans un prochain épisode de Mordu? Étant donné qu'on a beaucoup parlé d'apnée, moi j'ai mon pote Stéphane Taureau qui est vice-champion du monde d'apnée, qui est à Annecy aussi, qui s'entraîne beaucoup dans le lac d'Annecy et je pense qu'il est intéressant, il a plein de choses à dire. Je serais ravi de le contacter et de l'avoir ici. Kevin, un grand merci, c'était top. Avec plaisir. À très bientôt. Ouais, à plus. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi lors de ce tête-à-tête avec Kevin. Sa passion, sa décontraction et sa résilience m'ont complètement bluffé, presque autant que les vidéos de ses exploits. Dans le prochain épisode de Mordu, nous partons à la rencontre de Christophe de France, développeur d'une machine incroyable, le Foal électrique.
Christophe reviendra sur les débuts du foil et les formidables innovations en cours. Accro de glisse et de snowboard, il nous racontera comment il vit sa passion au quotidien du côté de Perpignan. En attendant, merci à tous pour vos messages et commentaires sur les réseaux sociaux Insta et Facebook, ça nous fait super plaisir. Continuez et mettez 5 étoiles à Mordu sur Apple Podcast, ça nous aide énormément. A très vite sur Mordu!